Amis téléspectateurs, bonjour et merci de votre fidélité à votre télévision préférée, la TSL Saint-Louis Télévision. Nous avons l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui pour notre première émission Heure de vérité, Mamles Camara, journaliste émérite, politologue qu'on ne présente plus et formateur au CESTI. Mamles, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Céline Saliou, c'est un plaisir pour moi. Heure de vérité, aujourd'hui, Mamles, comme vous le savez, l'actualité, c'est la prochaine loi des finances rectificatives qui doit être soumise à l'Assemblée nationale. Pour le commun des Sénégalais, pour la plupart des confrères, Macky Sall n'a fait que cloner Abdoulaye Wade. Autrement dit, il s'est taillé la part du lion sur cette fameuse manne financière qui doit être distribuée entre les institutions de la République. Qu'en pensez-vous? Oui, je pense que la loi de finances rectificative est une disposition qui permet de réaffecter les ressources financières notamment, et de faire en sorte que les secteurs qui ont peut-être trop vite dépensé leur allocation puissent disposer d'un supplément d'ici la fin de l'exercice budgétaire et que d'autres secteurs qui ont du mal à dépenser l'argent qui leur avait été affecté puissent en céder une partie. Donc, dans son principe, ça permet une certaine flexibilité de la gestion. Mais ce qui se passe très souvent, c'est que il y a des secteurs qui peut-être dépensent plus vite, sans être nécessairement productifs. Et d'après les informations qui nous parviennent de nos confrères, apparemment, ce sont des secteurs comme les fonds politiques qui risquent d'être dotés peut-être de façon excessive. Et puisqu'il s'agit d'un pouvoir qui vient de s'installer, on pense généralement que c'est un pouvoir qui se donne les moyens financiers d'une politique qu'il est en train d'élaborer, notamment en matière de gestion des flux de transhumants, en matière de gestion d'organisation politique, puisque ces fonds politiques, malheureusement, j'allais dire, ne sont pas soumis à une vérification, à un contrôle véritable, ce qui donne à ces attributaires une trop grande liberté pour l'usage qu'ils peuvent en faire. Justement, est-ce que la démarche du gouvernement risque de ne pas être contre-productive dans la mesure où, selon l'explication officielle, la loi des finances rectificatives est censée prendre en charge le monde rural et même améliorer la production d'électricité. Mais justement, les gens, les citoyens lambda, croient que c'est uniquement pour alimenter les fonds publics, les fonds politiques plutôt. Je pense que c'est la pratique au fond et c'est peut-être ça qui est le plus concret, le plus important. Les gens n'attendent pas seulement qu'on leur donne des explications pour donner un sens à ces pratiques-là, mais c'est l'effectivité de l'utilisation qu'ils voient faire de ces fonds. C'est à partir de là que les gens se font une idée de l'usage véritable, de la philosophie qui est à l'origine de ces pratiques-là. Mais en fait, c'est normalement des pratiques saines qui permettent de rattraper des projections qui ont peut-être été erronées, mais en vérité, on se rend compte qu'en dehors du secteur de l'électricité, qui reçoit, disons, un montant assez important, les autres secteurs productifs ou les secteurs sociaux sont négligés, notamment, comme vous l'avez dit, le monde rural. Et je pense que c'est un très mauvais point pour un pouvoir qui ce n'était pas sa faute, commencé avec une campagne agricole assez difficile parce qu'il y avait la qualité et la quantité des semences à mettre à la disposition du monde rural. Et c'est véritablement pour des situations comme celle-là où le déficit est prévisible qu'une loi rectificative aurait dû combler ces déficits-là. Mais ce qu'on voit, ce qu'on craint, c'est que véritablement, il est beaucoup plus question de renforcer des pôles politiques que de faire attention à des pôles de développement. D'autant plus qu'à l'Assemblée nationale, tout le monde sait que la loi va passer comme lettre à la poste. Oui, malheureusement, les socialistes avaient inauguré la formule, une majorité, il faut que ça serve à quelque chose. Les libéraux l'ont outrageusement appliqué et apparemment, la même leçon va continuer de faire loi au sein de l'Assemblée nationale.
Justement, l'Assemblée nationale, parlons-en. On sait que c'est une coalition hétéroclite qui est majoritaire. Cette loi va peut-être passer comme lettre à la poste, comme on l'a dit. Mais à court ou moyen terme, pensez-vous que cette coalition Benno Bokk Yakaar va survivre aux avatars quand même qui commencent à se multiplier au niveau de la scène politico-médiatique sénégalaise? Bon, si l'on considère certains symptômes, c'est-à-dire des frictions entre partis membres de la coalition Benno Bokk Yakaar, on peut effectivement craindre que cette coalition ne dure que le temps d'une victoire. C'est un constitutionnaliste sénégalais qui le disait. Au Sénégal, l'opposition s'unit pour détruire, elle ne s'unit jamais pour construire. Détruire, c'était détruire Abdoulaye Wade. Une fois ce programme achevé, effectivement, il peut se poser la question de la vocation de cette vaste coalition, peut-être trop vaste d'ailleurs. Mais tout va dépendre du projet alternatif ou complémentaire que Macky Sall aura pour sa coalition. C'est-à-dire, si Macky Sall, et c'est mon impression, se projette déjà dans son second mandat, il peut faire à cette coalition la concession d'une rallonge, peut-être pendant tout son mandat, et donc pendant ce temps-là, se donner la possibilité de construire un parti qui est un parti en gestation, qui est moins fort en tant que formation politique que peut-être certains de ses alliés individuellement, que l'AFP, que le Parti socialiste. Et donc, quand récemment le président, d'après la presse, dit à des militants du PDS, venez à l'APR, vous ne serez même pas dépaysés, cela montre à quel point il est urgent pour le président de donner un contenu humain à son parti, un contenu, j'allais dire, démographique, en attendant la fin de son mandat, parachever cette œuvre et en 2017, avoir maintenant pour monture non pas une coalition qui va dans tous les sens, mais un parti qui lui serait totalement soumis. Mais Mamelles, pensez-vous que la tâche sera facile pour Macky Sall au sein de son parti, surtout quand on sait que au sein de l'APR, mais les graissements dedans se font toujours sentir après la formation du gouvernement. Donc le poste de Premier ministre a été attribué à un non-membre de l'APR. Le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, n'est pas un membre de l'APR, tout le monde le sait. Et les apéristes misaient sur le Sénat. Il n'y a plus de Sénat. Donc les cadres, les femmes, les jeunes de son parti donnent de la voix. Est-ce qu'il sera possible à Macky Sall donc de discipliner, d'organiser, de structurer son parti pour envisager éventuellement un second mandat? Cela va être difficile, c'est vrai. Cela va être difficile parce que peut-être en toute bonne foi, des militants de premier plan de l'APR ne comprennent pas que ce qui a été possible avec les socialistes, possible avec les libéraux, leur soit interdit. Parce que l'accession à des postes importants, ce n'est pas seulement une opportunité donnée à des individus de participer au développement du Sénégal, c'est aussi au plan social l'occasion et le moyen de faire un lifting qui vous permette de vous dégager d'un certain nombre de contraintes, acquérir plusieurs maisons, avoir des biens, bref, se refaire, comme on dit, au poker. Qu'on le leur interdise est déjà une première source de frustration. Que l'on élise des étrangers, entre guillemets, qui vont en profiter, qui en profitent, cela va véritablement creuser la frustration et peut-être créer déjà des lignes de fracture au sein du parti. Peut-être que d'autres vont penser que si ça continue, il va falloir créer au sein du parti un courant suffisamment fort pour que les décisions ne soient pas unilatérales et sans débat et qu'on les consulte, ce qui peut-être aurait pu modifier la décision. Vous avez lâché le mot courant. À l'état actuel des choses, est-ce qu'il est possible de créer un courant, surtout quand on se base sur l'expérience? Toutes les tentatives ont connu des échecs, au PS, au PDS, à l'AFP. Sera-t-il possible au sein de l'APR de voir émerger et prospérer un courant? Peut-être dans ce parti
plus que dans d'autres. Il est possible d'envisager quelque chose qui se rapprocherait le plus du courant politique. Parce que, effectivement, comme vous le dites, il ne faut pas exagérer non plus. Il y a une culture politique dominante au Sénégal qui est particulièrement réfractaire à tout ce qui peut constituer une sorte de contestation de l'autorité du chef. Parce que le courant, ce n'est pas comme la tendance, une petite confrontation entre de petits chefs dans une localité bien circonscrite, mais le courant, c'est véritablement une contestation globale de la politique du chef et on présente une alternative au plan national à ce que fait le chef. Et on se pose donc en rival et en concurrent. Au moment des congrès, on se présente contre celui dont on ne partage pas la façon de diriger. Mais je pense que l'histoire de l'APR est différente de la vieille histoire du Parti socialiste, est différente de l'histoire personnelle du PDS qui s'identifie quasiment à celle de Abdoulaye Wade. Mais ici, on a eu l'impression que différentes frustrations venues du PDS, notamment personnalisées par Macky Sall, venues également d'autres organisations comme le Djefdjel, dont émane Benoît Sambou, etc., qu'il s'agit de profils souvent jeunes qui n'ont pas trouvé leur compte dans le parti dans lequel ils s'engageaient et qui ont donc... l'APR est quelque part une rencontre. Et c'est bien d'ailleurs que ce parti porte dans son sigle le mot Alliance, Alliance pour la République. Normalement, donc, cette sorte de mise en commun de parcours politique individuel devrait faire de ce parti, qui a même des personnages au parcours trotskiste, n'est-ce pas? Donc c'est véritablement une rencontre entre différents profils politiques et cela devrait favoriser le commerce des idées à l'intérieur du parti. Mais encore une fois, Macky Sall n'est pas un homme politique qui est sorti de nulle part. Il a une histoire et lui, sa part d'histoire politique, c'est le PDS. Et ce qu'il retient de cette expérience, en tout cas ce que cette expérience lui impose comme définition, c'est que quand on est chef de parti, on est comme Abdoulaye Wade l'était au PDS, on est la constante et les autres sont des... Effectivement. Pour revenir à la coalition Benno Bokk Yakaar et à l'Assemblée nationale, que pensez-vous de l'analyse de ceux qui pensent que Macky aura des problèmes plus avec Tanor et Idriss Seck qu'avec Moustapha Niasse? Me basant toujours sur l'analyse de ces observateurs-là, ils avancent comme argument le fait que non seulement Niasse est bien servi, il occupe l'Assemblée, mais il est plus âgé. Mais quand même, les autres leaders, Ousmane Tanor Dieng un peu moins âgé que Niasse, certes, mais surtout Idriss Seck. Pour eux, donc, le clash est inévitable entre le PS et Rewmi, mais quand même, quant à l'AFP, le compagnonnage pourrait se perpétuer et même se normaliser avec l'APR. Oui, d'autant que certains même vont jusqu'à penser qu'il pourrait y avoir une fusion possible entre l'APR et l'AFP. Okay. Même cette hypothèse extrême a été envisagée. Et je pense que de tous les alliés de Macky, l'allié idéal, c'est Moustapha Niasse. Pourquoi? Son parti, quand même, a un maintien assez honorable à l'élection présidentielle. Il est arrivé 3e. Et c'est le même rang qu'il avait en 2000. C'est en 2007 qu'il s'est complètement effondré. Mais le leader de ce parti est quelqu'un qui est en fin de parcours politique. Et d'ailleurs, même sa candidature en 2012 a pu surprendre certains qui pensaient que Niasse, après l'échec de 2007, avait définitivement renoncé à la course à la présidentielle. Donc, deux raisons qui font que Niasse, premièrement, n'est pas un adversaire pour le futur. Deuxièmement, Niasse aussi, je pense, d'un certain point de vue, a atteint un objectif qui était assez personnalisé au point que les gens pensaient que Niasse avait de la rancœur contre Abdoulaye Wade. Parce que Wade, a plus ou moins arraché la victoire, la part que Niasse lui avait offerte, d'une part, et d'autre part aussi, je crois... Il l'a humilié aussi. Hein? Il l'a humilié.
je pense que véritablement les conditions dans lesquelles il a éjecté Niasse n'étaient pas très loyales. Ce n'est pas sur cela qu'il s'était entendu. Niasse avait été nommé Premier ministre par Wade avant même que Wade ne soit élu président de la République. Donc l'éjecter de cette façon, mais Wade, lui, savait qu'il lui fallait agir vite. Il ne pouvait pas laisser le temps être complice d'un certain dépérissement des relations pour prendre certaines décisions. Donc concernant Tanor Dieng du Parti socialiste, au fond c'est à peu près la même chose. Ousmane Tanor Dieng, on le sait, ne sera pas, quoi qu'il en soit, candidat en 2017. Donc c'est quelqu'un avec qui on peut discuter s'il est capable de contenir les mouvements d'impatience de son parti. Mais est-ce qu'il ne faut pas mettre un bémol à votre affirmation, dans la mesure où il avait dit qu'il quitterait la tête du Parti socialiste, mais apparemment il s'agit pour se maintenir. Est-ce qu'il ne peut pas encore faire du wahwahet pour être candidat à la prochaine présidentielle aussi? Non, je pense que d'abord le personnage lui-même se fait quelque peu un point d'honneur, même si c'est un politique et que, évidemment, comme nous le rappelait Abdoulaye Wade, croire en leurs promesses n'engage que nous-mêmes. Mais en fait, je pense que Ousmane Tanor Dieng, tout de même, après avoir mené la campagne qui a fait perdre le pouvoir au président Abdou Diouf et au Parti socialiste, après avoir été largement battu en 2007 et également avoir été incapable de remporter la présidentielle en 2012, quelque part, lui-même sait que son potentiel s'effrite, mais n'augmente pas. Et si ce parti veut se donner des chances de gagner, il faut qu'il change Ousmane Tanor Dieng. Tout sera maintenant fonction pour Tanor de la façon élégante dont il va se retirer, mais il ne sera, je ne pense pas, candidat en 2012. Donc, il est un adversaire moins radical. Il n'a plus, au plan individuel, un avenir pour lequel il se bat. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons de l'opposition interne menée par le jeune Malik Noël Seck, pour qui, au fond, Tanor n'ayant plus de devenir personnel, ne voit aucun inconvénient à se reposer à l'ombre de la coalition Benno Bokk Yakaar. Alors que eux qui sont plus jeunes, qui ont un avenir, ils veulent tout de suite sortir de cette alliance, retrouver l'autonomie de leur parti et se projeter déjà pour la prochaine élection présidentielle. Donc reste Idrissa Seck, qui est l'adversaire le plus certain. Même non déclaré, on sait qu'il est déjà candidat en 2017, comme Macky Sall. Et tous deux, d'ailleurs, c'est assez extraordinaire comme situation, sont les produits du même maître qui avait ses petites ficelles en matière d'alliance, de désalliance avec Abdou Diouf, entrer dans le gouvernement pour savoir comment ça fonctionne. Une fois, je lui ai posé la question au cours d'une interview sur qu'est-ce qu'il avait retenu de son entrée dans le gouvernement. La première fois, il m'a répondu, c'est l'étendue du désastre. Donc au moins faire un diagnostic de l'intérieur. À l'époque, c'était l'entrisme. Voilà, comment on l'appelait ça. Et je pense que Idrissa Seck a tout intérêt à laisser le plus longtemps possible des ministres dans la coalition, enregistrer le plus d'informations et puis pouvoir plus tard, si Oumar Gueye, si Pape Diouf réussissent dans leur secteur respectif, utiliser ces succès comme élément de campagne pour 2017. Donc c'est une situation bénéfique pour Rewmi, pour Idriss Seck, surtout quand on sait que si ces deux ministres échec, ce serait l'échec du gouvernement. Mais s'il y a succès, un peu le succès de ces deux ministres et de leur parti. C'est le signe de l'expertise de Rewmi, et si sur le gouvernement qui ne marche pas, évidemment, il n'était que des ministres sous les ordres d'un Premier ministre. Autrement dit, donc le duel à distance qu'on observe entre Idriss Seck et Macky Sall va inéluctablement se transformer en une confrontation directe entre ces deux mastodontes de la scène politique sénégalaise. Absolument. Absolument, parce que Idriss Seck ne renonce pas et Macky Sall a pour objectif de faire ses fameux 2 mandats. Et d'ores et déjà, d'ailleurs, il se projette dans cela.
Et je crois que beaucoup de choses que l'on considère comme de la faiblesse de la part de Macky Sall vis-à-vis de ses alliés, toutes ces choses me semblent calculées parce que Macky Sall a besoin, encore une fois, de cette monture qu'est Benno Bokk Yakaar et il fait les concessions qu'il faut pour pouvoir durer jusqu'en 2017. Peut-être qu'il n'attendra même pas 2017 pour prendre lui-même l'initiative de la séparation. Justement, c'est la question que j'allais poser, l'avenir de Benno Bokk Yakaar et même les fameuses conclusions des assises nationales, parce que jusqu'à présent, pas plus que ce matin, il y a le M23, il y a Y'en a marre qui disent que les conclusions des assises nationales ne sont toujours pas respectées. L'avenir de Benno Bokk Yakaar, comment vous le voyez, surtout quand on sait que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les coalitions contre nature survivent rarement à la disparition de la menace qui les a provoquées. Oui, bon, maintenant, d'autant plus que cette menace s'est particulièrement amenuisée, n'est-ce pas, avec la représentation quelque peu symbolique de l'ancien parti au pouvoir à l'Assemblée nationale. Même si ce parti dispose de quelques éléments particulièrement actifs qui font que le président, jusqu'ici, est harcelé par d'anciens frères, comme on s'appelait dans ce parti, qui le connaissent, qui connaissent ses faiblesses et qui même parfois vont jusqu'à la provocation. Et l'on sent que ce qu'ils cherchent, c'est à faire comprendre aux populations que lors de leur cheminement commun au sein du Parti démocratique sénégalais, Macky Sall n'était pas nécessairement le premier de la classe. Ce n'était pas celui qui occupait la tête du peloton. Et ils le lui font comprendre et le font comprendre également aux électeurs. Cette coalition donc va, si les gens manœuvrent correctement, aller jusqu'au bout du mandat, jusqu'au moment où, comme je l'ai dit d'entrée, le président aura un parti suffisamment fort. Parce que je crois que Macky Sall devra éviter l'erreur que Abdoulaye Wade avait commise en 2000, en 11 mois se débarrasser de son principal allié, dont il avait fait son premier ministre, et tout de suite actionner l'ouverture pour que les transhumants viennent gonfler son parti. C'est comme les haltérophiles, hein? On fait la gonflette, on a l'air musclé comme ça, mais en fait là-dedans il n'y a pas grand-chose. Donc je crois qu'il faut qu'avec le temps, le parti puisse absorber et digérer le flux de transhumants qui ne va pas manquer, qui a déjà commencé. Et là, il aura un parti mieux structuré, avec des militants plus convaincus de la direction dans laquelle les engage leur leader. C'est peut-être ce qui peut donner une chance à Benno Bokk Yakaar de survivre un peu plus et peut-être même de durer le temps d'un premier mandat. Mais autant on peut dire que peut-être Macky Sall a un schéma tracé pour son parti, mais autant on peut dire que l'avenir est sombre quand même pour le Parti socialiste. Le leader est contesté. Tout à l'heure, vous avez parlé de Malick Noël Seck, mais tout le monde sait, enfin, il y a des gens qui pensent même que c'est Khalifa Sall en réalité qui est en embuscade et qui tire les ficelles, sans oublier aussi Aïssata Tall Sall, l'égérie du Podor, la dame de Podor comme on dit, qui aurait aussi des ambitions présidentielles. Alors comment voyez-vous l'avenir de ce parti? Mais c'est un parti qui se trouve devant une situation de double échec, d'avoir perdu le pouvoir en 2000 et d'être incapable en 12 ans d'opposition de revenir sur le devant de la scène. C'est quand même terrible pour un parti qui a exercé le pouvoir sans discontinuer pendant 40 ans, de se retrouver privé de prérogatives au plan national, en tout cas de primauté au plan national sur d'autres formations qui sont nées après lui. Les tentatives pour s'en sortir n'ont causé jusqu'ici que le creusement du déficit au sein du parti. Autrement dit, quand en 2007, Souti Touré, Robert Sagna, Mamadou Diop, l'ancien maire de Dakar, avaient pensé pouvoir animer des courants au sein du parti, le parti les a quasiment libérés. En tout cas, ils ne se sont plus sentis obligés de rester dans le parti et ça a fait que c'est autant de partis politiques qui ont été créés après leur départ. Donc,
le parti, me semble-t-il, hésite entre, d'une part, laisser Tanor arriver jusqu'au congrès qu'il organiserait pour se retirer, mais quand on organise un congrès, on donne également un chef au parti. Et là, il ne faut pas laisser Ousmane Tanor Dieng arriver jusqu'à ce moment où il mettra tout en œuvre, tout en ordre pour que le résultat prévisible soit le leader qu'il aura choisi. Ceux qui ont l'ambition d'être ce leader-là, Khalifa Sall, Aïssata Tall, je ne sais pas si elle l'affirme elle-même ou c'est la perception qu'on a de sa présence et de ses qualités qui font que beaucoup pensent qu'elle devrait être un chef possible pour le parti socialiste. Avez-vous l'impression que Ousmane Tanor Dieng a un candidat en dehors de ces deux que vous avez cités? Il pourrait miser sur Barthélémy Diaz? Je ne suis pas sûr qu'il ait un candidat. Mais l'idée, c'est que si on lui laisse la liberté d'organiser à sa convenance le prochain congrès, il y a fort à parier qu'il interfère aussi sur le mode de désignation du suivant, donc sur le profil du suivant. Maintenant, Tanor est un personnage, vous savez, assez particulier dans ses attitudes vis-à-vis du pouvoir, et il est tout à fait possible qu'il veuille, en toute transparence, organiser la chose. Mais ceux qui veulent être le prochain secrétaire général du Parti socialiste, est-ce qu'ils vont courir le risque? Ou bien alors, est-ce qu'ils vont agir dès maintenant pour que les conditions de désignation du prochain secrétaire général leur soient favorables ou en tout cas soient le plus neutre possible? Donc, autre parti dont l'avenir est plus qu'incertain, c'est le Parti démocratique sénégalais. Depuis la défaite du 25 mars 2012, le PDS, tout le monde le sait, continue sa descente aux enfers. Omar Sarr est un leader contesté. Pape Diop est parti avec Bok Gis-Gis. D'autres leaders, et pas des moindres, gardent le silence. Abdoulaye Wade envisage d'organiser un congrès. Toujours est-il que ce parti semble perdre, tout perdre devant lui. Comment voyez-vous aussi son avenir? Oui, je pense qu'en partie la réponse se trouve dans la déclaration de Mamadou Lamine Keïta, qui était le directeur scientifique, je crois, du séminaire sur la place du Parti démocratique sénégalais dans un environnement changeant. Et ce qu'il dit, c'est on va se chercher un nouveau leader. Mais d'ores et déjà, il faut qu'on se projette dans l'après-élection du nouveau secrétaire général national parce que les querelles que cela aura suscité laisseront nécessairement des séquelles. Et c'est des plaies qu'il faut penser. Il faut d'ores et déjà, sans illusion, nous engager à l'élection d'un nouveau secrétaire général, mais en sachant que nous allons en sortir peut-être renforcés parce que nous aurons un chef. Et il faut d'ores et déjà que le parti mette en place des dispositions pour résorber, disons, les rancunes, les hostilités qui seraient issues du processus. Mais j'ai également vu la réaction de quelqu'un comme Babacar Gaye qui dit, avant de nommer un chef, ou d'élire un chef, songeons d'abord à réparer le parti, à restructurer le parti. Donc je pense qu'il y a ces deux options et peut-être que celle de Gaye est plus cohérente, qu'il vaut mieux réparer le navire avant de désigner le capitaine. Est-ce qu'il faut prendre la mer tout de suite avec un vaisseau qui ne serait pas en bon état? Le Parti démocratique sénégalais, de toute façon, connaît une décomposition prévisible du fait de son mode de management pendant près de 40 ans. C'est Wade, eux-mêmes le disaient, qui était la constante, donc l'unique élément fédérateur. Et une fois que la constante disparaît, les autres, évidemment, les variables n'ont plus de sens. Elles sont des variables par rapport à un rapport avec la constante. Donc, et également, ce qu'il y a, c'est que Wade a tellement désigné de gens pour être le second. C'est d'abord
Idrissa Seck, ensuite c'est Macky Sall, et tous connaissent ensuite une descente aux enfers. J'ai compris peut-être pourquoi Pape Diop n'avait pas voulu s'agripper à cette fonction lorsque de fait elle lui était attribuée, même si au plan formel rien n'avait été fait. Et cela laisse cette place vacante d'une part, mais d'autre part, surtout entre des gens qui sont presque à équidistance du poste de chef. Oui. Fada, le président du groupe parlementaire, Oumar Sarr, le coordonnateur national du Parti démocratique sénégalais, et puis d'autres ambitions. Souleymane Ndéné Ndiaye, voilà, qui ne semble plus retrouver sa place dans le PDS au point de s'absenter lors de rencontres importantes comme le séminaire dont j'ai parlé. Tout cela fait que le Parti démocratique sénégalais présente les prémices d'une formation politique qui va connaître des divisions encore et encore parce que Wade n'a pas pris la précaution de préparer quelqu'un comme Senghor l'avait fait pour Diouf, comme Diouf l'avait fait pour Tanor. Si Tanor a pu rester aussi longtemps, 12 ans après Diouf, c'est parce que Diouf, pendant qu'il était encore en exercice, avait clairement fait savoir qui était son remplaçant, son successeur préféré, et il lui avait donné les moyens politiques de s'affirmer comme tel au sein du Parti socialiste. Mais Wade, en perdant le pouvoir, n'avait rien préparé de tel, ou bien alors ce qu'il était en train de préparer, dont on a beaucoup parlé, son fils, n'était pas lui-même prêt, le fils, et les conditions objectives qui auraient pu faire aboutir ce transfert-là, ces conditions-là, évidemment, ont été ruinées par la défaite du président sortant à l'élection de 2012. Effectivement. Donc je rappelle à nos téléspectateurs qu'ils sont en train de suivre l'émission Heure de vérité qui reçoit Mamles Camara, journaliste et politologue. Mamles, on va parler de la crise scolaire et universitaire. Nous sommes à la rentrée, mais les syndicats menacent, ils bandent les muscles. Le gouvernement semble dire qu'il a fait les concessions qui étaient possibles. Les parents sont désabusés et voilà, les étudiants et les élèves continuent à payer les pots cassés. On a l'impression d'assister à un match où tout le monde est perdant. Où tout le monde est perdant parce que c'est un marché de dupes. Chacun signe en sachant que l'autre n'est pas en position de remplir sa part du contrat. Le BIT, le Bureau international du travail, ne cesse de recommander au gouvernement d'arrêter de signer des accords quand ils n'ont pas les moyens de les appliquer. Mais ce qui se passe, c'est que les gouvernements sont pris le couteau sur la gorge par des syndicats qui leur disent ou bien vous signez, ou bien l'année va être perdue. Et les gouvernements parfois signent en se disant on va gagner un peu de temps, mais ils savent qu'à terme, ils n'ont pas les moyens financiers notamment de remplir les accords qu'ils ont signés. De telle sorte qu'on se trouve dans une situation d'instabilité endémique du système d'éducation, avec évidemment des risques de baisse du niveau de formation. Tout le monde s'en plaint, mais je pense que les premiers responsables, ce sont les gouvernements qui se sont succédés, et puis les organisations syndicales qui, elles-mêmes, savent en signant certains accords que ces accords-là ne seront pas appliqués. Mais très souvent, la direction syndicale a un devoir de résultat vis-à-vis de ceux qui l'ont élu, et c'est toujours triomphalement qu'on revient à la base pour dire voici signer des accords, on va augmenter les salaires, on va nous donner des terrains pour construire, on va ceci, cela, comment on dit, améliorer les conditions pédagogiques, mais au fond d'eux-mêmes, ils savent que le gouvernement a signé pour ne pas respecter, seulement pour gagner du temps. Mais est-ce que les syndicalistes, les syndicats d'enseignants plutôt, jouent le jeu, surtout quand on sait que non seulement ils sont divisés, ils sont atomisés, une cinquantaine de syndicats, mais à leur corps défendant aussi, pour une bonne partie de l'opinion, les enseignants sont fautifs parce qu'ils font la grève pour des raisons alimentaires et après ils vont dans le privé pour faire du kharmat. Est-ce que cela ne doit pas pousser les syndicats d'enseignants à revoir leur copie aussi? À revoir leur copie, à revoir leur mode d'organisation, à améliorer leur connaissance
de ce que le gouvernement peut faire et de ce qu'il ne peut pas faire. Ça permet, quand on négocie, de savoir jusqu'où on doit s'arrêter. Si le gouvernement ne peut plus faire plus que ce qu'il fait, il vaut mieux trouver d'autres modalités ou d'autres objets de discussion que simplement toujours les mêmes augmentations de salaire, les mêmes allocations de terrain pour bâtir, etc. Et cela fait qu'on est dans une situation qui avait commencé peut-être sous les socialistes, s'est aggravée avec les libéraux qui ont pensé pour devoir créer leur part de syndicats, parce que là également, on a vu que certains syndicats sont créés de toutes pièces. Les syndicats de la génération du concret, on s'en souvient. Voilà, par des organisations ou des secteurs politiques. Et tout cela fait que l'élève et l'étudiant semblent très éloignés de ces préoccupations-là. C'est un jeu de pouvoir entre deux pôles qui essaient de manœuvrer, mais l'élève, l'étudiant, qui sont au centre de ces tractations-là, ils sont rendus invisibles. On n'en parle plus. De temps en temps seulement, le gouvernement, pour culpabiliser les syndicats, leur disent « Regardez ce que vous faites de ces enfants qui sont issus de milieux modestes », ou bien c'est le syndicat qui renvoie les mêmes arguments d'ailleurs au gouvernement. Mais est-ce que sur ce plan, pensez-vous que quand même les alliés du président de la République au sein de Benno Bokk Yakaar sont francs dans la mesure où on sait que la plupart des syndicats d'enseignants sont affiliés à ces partis politiques comme le PIT, la LDMPT? Oui, je crois qu'on a eu une tradition de gauche syndicale qui fonctionnait de sorte d'ailleurs que très souvent le secrétaire général de tel syndicat siégeait au moins au comité central ou au bureau politique de telle ou telle organisation politique. Même si dans le discours on disait qu'ils font la part des choses entre le militantisme syndical et le militantisme politique, bon, on peut leur concéder cela en théorie, mais dans les faits, il est difficile de voir jusqu'à quel point cette séparation a pu se faire. Donc, les autres qui n'étaient pas servis, entre guillemets, en syndicat, une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir, ont tenté de mettre en place leurs propres organisations pour contrecarrer les autres. Et vous voyez, moi, ce qui me chagrine dans tout cela, c'est jusqu'à quel point la lutte syndicale masque la lutte politique. Et Abdoulaye Bathily a eu à le dire assez souvent d'ailleurs, cette requête d'Abdoulaye Wade, qui, en période de confrontation avec le régime de Diouf, leur disait toujours « mais dites à vos syndicats d'agir ». Donc, entre eux, ils ne sont pas dupes. Mais en direction du public, on nous crée un discours de séparation du pouvoir syndical et du pouvoir politique, pourtant incarné par le même individu. Mamles, parlons maintenant de la Casamance, donc la crise qui perdure depuis des années. Il y a 2 jours, je crois, on a vu donc l'ambassadeur des États-Unis à Dakar proposer en tout cas une sorte de nomination de médiateur, donc pour un peu régler la question. Pour les nationalistes, ça c'est un sacré coup porté à la souveraineté nationale, parce que la crise est avant tout sénégalo-sénégalaise, elle doit être réglée par les Sénégalais. Oui, je crois que là également c'est une revendication de pure forme, parce que tout de même en 30 ans, les différents pouvoirs qui se sont succédés avaient largement la possibilité de négocier la paix. Pourtant, il y a eu des accords de cachot en Guinée-Bissau, en Gambie, il y a beaucoup d'accords qui ont été signés. Mais qui faisait ces accords-là? C'était souvent des gens qui n'avaient pas tellement confiance les uns dans les autres et qui pouvaient signer en entretenant la confusion presque à dessein. J'ai eu l'occasion une fois d'interviewer Diamacoune Senghor quand j'étais à la radio-télévision sénégalaise, et c'est à ce moment, au bout de l'entretien, que j'ai compris qu'il y a, pour Diamacoune par exemple, une adéquation, une sorte d'équivalence entre les mots paix et indépendance. Il est pour la paix, mais pour lui la paix signifie l'indépendance. Il signe dans cet esprit-là. Mais le gouvernement est tout content de dire, voilà, on a signé la paix. Chacun sait
ce que comprend l'autre, mais on nous laisse, nous, comprendre qu'on a signé un accord de paix. Non, c'est un accord fondé sur une confusion sémantique, doctrinale, philosophique, de fond, et tout cela, évidemment, fait que 3 mois après les accords de paix, les affrontements reprennent sur le terrain. Donc, ça c'est le premier point. Notre part de responsabilité, nous Sénégalais, en 32 ans, de n'avoir pas su trouver les moyens d'arriver à cette paix en Casamance. Deuxièmement, c'est que les États-Unis ne sont pas porteurs de paix. Je crois que les États-Unis ont leur manière d'arriver à la paix, c'est en écrasant l'adversaire. Que ce soit en Irak, que ce soit en Afghanistan, etc. Vous avez vu, ils sont très présents avec des moyens énormes, mais surtout des moyens militaires. Est-ce qu'on essaie de trouver des terrains communs, des terrains d'entente entre des blocs adverses? Non, on est du côté d'un bloc, c'est comme ça qu'il fonctionne pour écraser un autre bloc. Et je crois que les moyens d'intervention des États-Unis sont excessifs par rapport au petit Sénégal, par rapport à la petite Casamance. Et que véritablement, si les Américains veulent faire quelque chose pour le retour à la paix, mieux vaut qu'ils le fassent en toute discrétion et qu'ils se gardent, comme l'annonce l'ambassadeur, qu'ils ont leur propre Monsieur Casamance. D'abord, Monsieur Casamance est négativement connoté. Nous savons les dégâts quand même que certains Monsieur Casamance ont causés, d'une part, mais d'autre part surtout, cette manière américaine de mettre en place une commission et d'ailleurs souvent de donner à la commission le nom de son président, ça marche peut-être dans la culture américaine, mais ici, ça ne marche pas. Il faut vraiment chercher des solutions en s'appuyant sur les structures traditionnelles que Wade avait voulu évacuer, en faisant en sorte également que les cadres issus de la Casamance puissent également jouer leur rôle. Mais tout cela dans un Sénégal global. Ne pas faire de la Casamance une question strictement entre des gens originaires de la Casamance, c'est d'abord un problème du Sénégal, puisque c'est la menace d'une partition du territoire, et il faut vraiment qu'on se sente impliqué, et la Casamance d'ailleurs est une région de brassage, d'ouverture, qui se prête tout à fait à ce genre d'interventions diverses, de gens venus de tous les coins du Sénégal, porteurs de leur bonne volonté, et surtout de suffisamment d'intelligence pour que tout le monde ne fasse pas tout en même temps, qu'il y ait une direction et que les autres manifestent leur réceptivité au message de paix. Mais ne pensez-vous pas que le gouvernement sénégalais soit à court d'idées et d'arguments dans cette crise casamançaise, surtout depuis la détérioration des relations entre le Sénégal et la Gambie, consécutivement aux exécutions de prisonniers sénégalais par Yaya Jammeh? Pourtant, tout le monde croyait qu'avec l'arrivée de Macky Sall, qui a le même âge à peu près que Yaya Jammeh, les relations entre les deux pays pourraient s'apaiser. Oui, l'arrivée de Macky qui a délibérément choisi la Gambie pour son premier voyage à l'étranger. Et ce premier voyage à l'étranger était un voyage au cœur du Sénégal, la Gambie, et c'était un signal fort pour demander à Yaya Jammeh de jouer son rôle de médiateur, de réconciliateur entre des fractions opposées du Sénégal. Donc tout cela aurait pu se faire si véritablement Yaya Jammeh, dès le départ, acceptait. Il a accepté dans la forme parce que la requête ne pouvait pas être rejetée, mais il a tout de suite créé les conditions de conflit pour retrouver sa liberté de manœuvre, donc avec une querelle artificielle avec le Sénégal qui a fait qu'il y a eu des échanges assez rudes entre le Sénégal et la Gambie, et cela, je crois que c'était une manœuvre quasiment de dégagement. Le pont sur la Gambie qui aurait fait perdre à la Gambie le contrôle sur le flux d'échanges entre la Casamance et le reste du Sénégal. Également les négociations de paix qui auraient privé la Gambie d'un moyen de pression énorme également sur le Sénégal. Tout cela avait fait que, Yaya Jammeh, me semble-t-il, a manœuvré pour retourner au statu quo ante. Pour parler encore un peu des questions de souveraineté, d'indépendance,
Dans 2 jours, je crois, le Sénégal va accueillir le président français, François Hollande, qui va effectuer son premier déplacement en Afrique depuis qu'il a été élu. On dit qu'il va passer quelques heures au Sénégal. Certains disent même qu'il pourrait prononcer un discours à l'Assemblée nationale. Certains déjà y voient donc une sorte de perpétuation de la France-Afrique. Bon, même si Hollande est censé être un président qui se bat contre la France-Afrique. Mais il faut attendre de voir le résultat, puisque Sarkozy avait les mêmes prétentions à son arrivée au pouvoir et finalement, on l'a vu quasiment ressusciter la France-Afrique. Je pense que le problème que nous avons est le problème au français comme langue. Et il est temps que les Sénégalais amorcent une réflexion sérieuse, sereine, sur est-ce qu'on peut, dans le monde du XXIe siècle, fonder pour un pays anciennement colonisé par la France un système d'éducation, un système de recherche, un système de relations internationales fondé sur la prééminence du français dans le système d'éducation. Diouf a été agacé, Abdou Diouf, en tant que président de l'Organisation internationale de la francophonie, le IF, que le Gabon ait attendu presque la veille de la tenue du sommet pour annoncer qu'il va adopter l'anglais comme deuxième langue, et ça veut dire donc l'enseigner au même titre et au même degré que le français. Or, on a vu que partout où le français a été confronté à l'anglais, c'est l'anglais qui gagne. Que ce soit au Vietnam ou dans l'Indochine anciennement française, le Cambodge, etc. Tous ces pays ont eu un système comme le Sénégal. Mais quand ils ont été confrontés à l'anglais, ils ont laissé tomber l'anglais. Idem pour le Liban, la Syrie dans une moindre mesure. Et aujourd'hui, on a vu le Rwanda volontairement renoncer au français comme langue officielle et le Burundi est en train de suivre. Donc, pourquoi tout le monde aujourd'hui est en train de commencer des manœuvres pour désamorcer le français? Il faut qu'on y réfléchisse et avant qu'il ne soit trop tard, bon, en tout cas donner à l'anglais une place plus importante que celle qu'il occupe actuellement. Il me semble que quelque part aussi, notre avenir va dépendre de cela. Autrement dit, le combat pour la francophonie serait un combat d'arrière-garde et qu'il faut être réaliste, parler l'anglais. Pour moi, c'est le dernier combat de tirailleurs qu'on fait mener aux Sénégalais. Pendant toutes les guerres françaises de la colonisation, nous avons été le fer de lance. Et aujourd'hui, le premier pays francophone au monde n'est pas la France, c'est la République démocratique du Congo. Par ailleurs, il faut aussi, Serigne Saliou, se rendre compte de choses assez simples. En dehors de la France, le français est partout une langue de minorité. En Belgique, les francophones sont minoritaires, donc au plan politique, leurs décisions sont frappées de la catégorie dans laquelle ils se trouvent, secondaire. En Suisse, les Français sont minoritaires. Au Canada, les Français sont minoritaires. Mais pourquoi voulons-nous nous faire les tirailleurs, encore une fois, de la défense et de l'illustration de la Grande France? La France subit au plan mondial ce qu'elle a fait subir à nos langues nationales. Elle les a écrasées, minorées, les a empêchées de progresser. Aujourd'hui qu'elle se trouve dans la même situation vis-à-vis de l'anglais, je ne dis pas qu'il faut être revanchard, mais il faut être réaliste. Les langues progressent et c'est ainsi qu'elles avancent. Peut-être que d'ici quelques décennies, l'anglais lui-même va devoir trembler devant le chinois. On ne sait jamais. Oui, en tout cas, il y a des chercheurs en relations internationales qui le disent. Dernière question, Mamles Camara. Dans quelques semaines, les Américains vont élire leur président de la République. Ce sera Barack Obama ou Mitt Romney. L'Afrique a-t-elle un candidat? Bon, on a un candidat affectif, il faut bien le dire. Les Africains, je crois, dans leur très grande majorité, ont une préférence pour Barack Obama, parce que c'est une part de nous, Africains, qui est au pouvoir, au sommet de la plus grande puissance au monde. Mais je crois que 4 ans de pouvoir Obama ont montré qu'on
les Américains ont élu un président de manière extraordinaire, et même un président extraordinaire. Mais le président élu est devenu ordinaire. Obama faisait rêver tant que son pouvoir était en perspective, mais une fois qu'il a été à l'épreuve du pouvoir, on s'est rendu compte que les structures du pouvoir l'ont beaucoup plus modifié et limité qu'il n'a été capable de changer ces structures-là. Donc pour moi, Obama ou Mitt Romney, c'est un président américain qui va défendre les intérêts américains, qui va envoyer des drones tuer des gens. On n'a jamais utilisé autant de drones que sous Obama, qui pourtant, tout de suite élu, a été nommé prix Nobel de la paix. Curieusement. Curieusement. Donc, je ne pense pas que nous ayons à gagner ou à perdre. Le principal, c'est véritablement de trouver les moyens de recentrer en Afrique les pôles de développement et de ne pas rester extravertis au point que les moindres soubresauts du système mondial, c'est vrai que ce système est centralisé, mais je pense qu'on peut en ressentir moins les soubresauts si on organisait à l'intérieur de l'Afrique des flux d'échanges suffisamment puissants pour que le continent soit porteur de développement, soit porteur de progrès, et qu'on n'attende pas tout de nos fameux alliés étrangers. Merci beaucoup, Mamles Camara, et surtout encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation et surtout de nous avoir accordé l'insigne honneur d'être le premier invité de notre émission Heure de Vérité. Merci beaucoup.